Bien, donc rebonjour. On continue donc sur les facteurs qui contrôlent la valeur des coefficients de répartition, c'est-à-dire ceux qui contrôlent la distribution des éléments chimiques, et donc ce qui nous intéresse, les éléments traces, entre les phases minérales et le melt ou le liquide qui est donc considéré en équilibre. La dépendance compositionnelle donc sous-entend que selon que nous soyons en présence d'un melt de composition basaltique, andésitique, rhyolitique, dacitique ou autre, le coefficient de répartition change. Ok. Alors, est-ce que ceci est vrai? Rappelez-vous que cela a été bien montré par les équations 7 et 8 que nous avions démontrées auparavant. Donc, quand on a vérifié que le coefficient de répartition était aussi une réalité thermodynamique, il dépend de la composition dans la mesure où vous avez donc les potentiels chimiques des différents éléments en fonction des phases donc, qui sont concernées, qui sont impliqués dans la définition du coefficient de répartition qui est donné donc par l'équation 8 qui est là. Bien. Alors, les expériences qui ont été menées dans le laboratoire confirment cette dépendance compositionnelle. On a par exemple remarqué que certains éléments incompatibles étaient incompatibles dans les systèmes basiques, donc dans les systèmes qui sont pauvres en silice, hein, par exemple les magmas basaltiques, et pour les mêmes éléments, quand on a un magma d'une composition différente, et notamment s'il est acide, le coefficient de répartition peut être supérieur à 1 et donc devenir compatible. Donc on peut avoir à certaines situations des éléments qui sont incompatibles et qui peuvent devenir compatibles dans une deuxième situation. Alors on a, voilà, j'ai un blocage au niveau de mon ordinateur, mais ça y est, je pense que c'est passé. Voilà, ça se débloque. J'ai ici deux exemples. Par exemple, le zirconium, qui est contenu dans le zircon, dont la composition chimique est Zr et CO4. Par exemple, dans les magmas basaltiques, quand on fait une analyse de ces magmas, on trouve qu'ils contiennent une quantité importante en zirconium, voisine de 1% ou de 10 000 ppm, alors que dans les basaltes en question, nous ne trouvons jamais de zircon. Donc le zirconium, dans les conditions d'une composition basaltique, sont incompatibles. Ils ne rentrent pas dans la composition des phases qui se forment, mais ils restent dans le liquide. Alors que si l'on passe dans un magma acide, de composition rhyolitique ou granitique, les teneurs en zirconium sont à peine de 100 ppm, donc 100 fois inférieure à celle des basaltes, et nous trouvons du zircon. Donc le zirconium dans les conditions acides, dans les conditions de composition acide, devient un élément compatible. Bien, ça c'est donc l'observation qu'il nous fait. On peut aussi remarquer que quand on a deux liquides immiscibles qui sont l'un à côté de l'autre, je pense que vous devez vous rappeler de ce fameux diagramme binaire SiO2 ou forstérite silice, avec le composé intermédiaire qui est de l'orthopyroxène. À droite, pour les hautes températures et pour les compositions siliceuses, on a le phénomène de ce qu'on appelle l'immiscibilité. C'est-à-dire qu'on a deux liquides qui acquièrent une composition différente, l'un acide et l'autre basique, ils acquièrent aussi une viscosité différente et ils deviennent immiscibles. L'un est acide, l'autre est basique. Et bien, on remarque que par exemple, les éléments tels que le phosphore, les terres rares, le barium, le strontium, le magnésium, le zirconium, le manganèse, etc., sont enrichis systématiquement dans les magmas, dans la partie basique de cet ensemble de deux liquides immiscibles. La partie basique va être riche en ces éléments, alors que la partie acide, va par exemple trouver le césium qui est plus enrichi dedans. Donc même si on est en présence d'une phase solide
et des phases liquides, comme le cas du zircon duquel nous venons de parler, ou si nous sommes en présence de deux melts immiscibles, la répartition des éléments, la compatibilité ou l'incompatibilité est donc fonction de ce facteur qui est le facteur compositionnel. Alors le pourquoi et le comment, on va le voir par l'intermédiaire d'une expérience qui a été menée et qui montre donc que le coefficient de répartition est dépendant de la composition du melt dans lequel il se trouve. Cette composition du melt, elle est dirigée par en fait entre guillemets, la viscosité ou le fait que dans ce melt, il existe plusieurs chaînes moléculaires qui sont appelées la polymérisation ou la dépolymérisation. Alors, la polymérisation, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de chaînes moléculaires. C'est ce qui rend d'ailleurs un liquide visqueux, donc qui a une difficulté à s'écouler. J'ai toujours comparé ça à du miel. C'est par exemple le cas des magmas granitiques. Quand vous avez du miel, quand vous le faites couler, il coule lentement. Mais si vous avez de l'eau, que vous la faites couler, elle va couler très vite. Alors l'eau, elle est plus proche du comportement d'un liquide basaltique. Je n'ai pas dit que la viscosité de l'eau, c'est la viscosité du basalte, que la viscosité du miel, c'est la viscosité du granit. Je dis non, c'est juste à titre de comparaison. Donc on parle, dans le premier cas, où c'est visqueux, d'une forte polymérisation, qui est un facteur par lequel on peut la mesurer, je vais y revenir, et on parle de liquides qui ont une faible viscosité, on dit qu'ils sont dépolymérisés. Très bien. Alors on va analyser cela sur des expériences qui sont menées donc sur l'effet de la polymérisation pour l'élément chimique le zinc, pour le passage de l'élément chimique le zinc dans le liquide en fonction d'un facteur qui reflète le degré de polymérisation qui est le NBOT. Alors NBO, c'est Non-Bridged Oxygen, les oxygènes libres et qui ne sont pas en liaison ionique avec avec les cations. Ils sont libres. Donc, divisé par le nombre de cations tétrahydriques. Ce facteur-là reflète la degré de polymérisation. Par exemple, un NBO sur T faible, il indique que les liquides sont fortement polymérisés, donc comportent beaucoup de chaînes moléculaires. Donc le liquide est visqueux, si on veut. Donc nous serions à gauche ici, NBO T faible, les liquides sont fortement polymérisés, et à droite, pour des valeurs de NBO sur T fortes, le liquide est fortement dépolymérisé. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Ici sont reportés les coefficients de répartition de l'élément chimique zinc entre l'olivine et le liquide, d'accord, en fonction de ce facteur de polymérisation. On remarque que plus NBOT est faible, plus le degré de polymérisation est fort, plus le coefficient de répartition de zinc est fort. Il peut même être supérieur à 4, donc très fort. D'accord? Plus le degré de polymérisation augmente, donc plus le melt est peu visqueux, moins il est polymérisé, plus le coefficient de répartition est faible, il peut même être inférieur à 1. Donc, si vous voulez, pour résumer, le coefficient de répartition de zinc est faible dans les liquides peu polymérisés et il est fort dans les liquides fortement polymérisés. Autrement dit, le zinc est incompatible avec l'olivine dans les liquides de composition basaltique, par exemple, qui sont très faiblement polymérisés, et il peut être très compatible avec l'olivine dans les liquides qui sont fortement polymérisés. Donc on voit là, par l'expérience, que le degré de polymérisation, donc la composition chimique globale du melt, influe directement sur le coefficient de répartition. D'accord? Donc, conclusion ici, le coefficient de répartition du zinc décroît de 4,5 ici, dans les liquides fortement polymérisés, avec un bas
rapport NBO sur T, à 0,8, donc inférieur à 1, dans les mélanges dépolymérisés, donc qui ont un haut NBO sur T. Ok, donc on a vu un peu l'ensemble